Bonjour à toutes et tous, Vincent Audard, je suis, néphrologue aux hôpitaux, universitaires Henri Mondor à Créteil et je suis, très heureux aujourd'hui de pouvoir modérer cette, session de bibliose en compagnie, du docteur Pézel et du docteur Close, une session spécifiquement, dédiée aux atteintes, rénales, possiblement en rapport, avec une cardiopathie, à amyloïde à transthyrétine. Et donc, nous avons aujourd'hui deux articles qui vont nous être présentés successivement. Et je vais tout de suite donner la parole au premier intervenant, qui est le docteur Hamza Saki, qui est chef de clinique assistant dans le service de néphrologie et transplantation rénale des hôpitaux universitaires Henri Mondor, et qui va nous parler, nous résumer un article publié en 2024 dans la revue JAMA Cardiologie. Merci beaucoup Hamza, à toi la parole. Merci Vincent. Donc bonjour. Je vais vous parler d'un article publié récemment par Adam Ioannou sur le pronostic rénal dans la cardiopathie amyloïde à transthyrétine. Euh, un point juste sur le background sur le rein et l'amylose à TTR. Je vois deux aspects en fait. D'un côté, il y a la réflexion de la dysfonction rénale comme implication pronostique dans la prise en charge des patients. Ça, on le sait déjà, vous le savez sûrement. Il y a déjà le score, le NAC Staging System, où un DFG à moins de 45 est associé à une moins bonne survie avec un score pronostique avec 3 stages. Et puis, il y a aussi cette réflexion qui est, on va dire, émergente sur ces dernières années sur l'atteinte rénale, avec, je dirais, deux aspects. Un aspect, on va dire, de données épidémiologiques. On sait qu'il y a, par exemple, dans les formes héréditaires V122I, une plus grande prévalence de la maladie rénale chronique. Et puis des travaux plus récents sur description anatomo-clinique de patients qui présentent une atteinte spécifique rénale biopsiée avec plutôt des mutations V31 décrites. Et donc il y a ces deux aspects. Ce travail, ils sont intéressés en fait à quelque chose un peu de particulier, aux marqueurs de progression. C'est pas juste de dire est-ce que le pronostic rénal et puis quid du pronostic rénal sur la survie globale. Ils sont intéressés en fait au déclin rénal. Ils avaient déjà fait un travail là-dessus sur les marqueurs de progression cardiaque, la progression du NT-proBNP au cours de l'année, l'intensification des diurétiques. Et là, ils sont intéressés au déclin rénal. C'est une étude rétrospective. C'est des patients avec une amylose ATTR avec atteinte cardiaque sénile essentiellement héréditaire sur une vingtaine d'années. Et puis, il fallait avoir à l'inclusion au moins, on va dire, 2 points, c'est-à-dire à J0 et 1 an pour un suivi de la fonction rénale. Alors, c'est quoi ce déclin rénal? En fait, comment ils l'ont une baisse de 20% du DFG sur 1 an. D'accord. Ils ont utilisé le score, la formule du MDRD, qui n'est pas forcément l'équation recommandée actuellement, mais ils ont utilisé celle-ci. Et puis, en fait, ils ont utilisé une courbe ROC. En fait, ils ont déterminé ce 20% de manière statistique, où ils ont trouvé que c'était le cut-off qui permettait le mieux de séparer ceux qui allaient survivre de ceux, entre guillemets, qui allaient décéder. Donc, on pourra discuter de la pertinence peut-être clinique de ce 20%. En tout cas, ils l'ont établi, disons, de façon statistique au sein de leur cohorte a posteriori. Concernant les résultats donc de cette population, il y avait 2000 patients, donc ce que je disais, essentiellement des amyloses séniles dans 70% des cas, d'âgés de 75 ans, et puis ils avaient une médiane de DFG à 60 ml minute avec essentiellement des stades NAC 1 et 2 dans 80% des cas. Et donc ils ont observé ce déclin de la fonction rénale dans 24 à 25% des patients avec une pente du DFG sur un an, c'est-à-dire la pente, ils perdaient en moyenne 5 millilitres minute. Et en pourcentage de DFG, il perdait 8%. Donc 25% de déclin et environ 5 ml minute en 1 an de pente de DFG chez ces patients-là. Et donc, ils ont créé ces deux groupes, les patients qui étaient stables et les patients qui avaient un déclin. Et ils ont regardé en univarié dans un premier temps les facteurs associés au déclin. On retrouvait les formes héréditaires avec les V122I de le génotype, l'atteinte cardiaque sévère qui semble logique, l'utilisation d'inhibiteurs du SRA ou antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes et diurétiques, l'ethnie aussi, surreprésentation des populations asiatiques et noires dans ceux qui avaient un déclin comparé à ceux qui avaient une fonction stable. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est que la fonction rénale à la base, elle n'est pas associée au déclin. C'est-à-dire que votre DFG initial ne va pas dire que ne va pas prédire une dégradation de votre fonction rénale. Évidemment, ils ont regardé en multivariate en ajustant sur les différents éléments. Et essentiellement, on retrouve les mêmes éléments, c'est-à-dire un phénotype cardiaque grave, la forme héréditaire dont je parlais, et puis l'utilisation unitaire du SRA essentiellement. Et puis, ils ont aussi regardé, ça c'est une analyse par régression linéaire, et ils ont montré qu'il y avait une corrélation entre l'évolution de la progression cardiaque, que ce soit par donc, le NT-proBNP ou l'intensification des diurétiques, et la dégradation de la fonction rénale, ce qui semble, on va dire, logique.
Alors, ce qui est marrant, c'est que les paramètres échographiques, à l'inverse, l'évolution des paramètres échographiques n'était pas, eux, associés au déclin de la fonction rénale. C'était vraiment les paramètres, on va dire, biologiques et peut-être cliniques par l'intensification des diurétiques. Donc, déclin du DFG, c'est le génotype, un phénotype cardiaque sévère, l'utilisation du cœur du SRA. Et puis, ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on fait de ce déclin? Est-ce que finalement, à un an, ça va nous permettre de prédire la survie des patients? Il y avait environ 15 décès pour 100 patients année et il y avait une corrélation entre le DFG, l'évolution du DFG et la pente. Plus elle était importante, plus le hasard ratio était important. Et donc, globalement, soit vous aviez une fonction stable, vous aviez finalement un des 13,4 décès pour 100 patients année. Et à l'inverse, si vous faisiez partie du groupe qui déclinait sur un an, votre taux de décès, votre risque il y avait une surmortalité était plus importante avec 22 décès pour 100 patients année. Et puis, bien sûr, ils ont regardé en multivarié en ajustant sur différents éléments comme l'âge, les formes héréditaires, le score NAC initialement. Et ça restait un facteur indépendant de risque de mortalité. Le déclin de DFG, le déclin de la fonction rénale est un facteur de risque de mortalité indépendant. Et ils ont regardé dans les sous-groupes en se disant, bah, est-ce que ça s'applique chez les formes séniles ou héréditaires? On retrouvait le même risque. Quel que soit le type de score NAC, on retrouvait toujours le même risque. Et donc, ils disaient que ce risque était constant, quel que soit le groupe, ce qui renforçait, on va dire, sa pertinence en théorie. Donc, on avait cette association, déclin de la fonction rénale, marqueur et donc survie. Et donc, ils essaient d'aller plus loin en se disant, ben, est-ce qu'on peut incrémenter une espèce de score à un an de marqueurs de progression? Ils avaient fait déjà, j'avais dit, des précédents travaux sur les marqueurs de progression cardiaque, essentiellement l'évolution du NT-proBNP et l'intensification des diurétiques. Ils se sont dit, est-ce qu'on peut utiliser ces différents éléments pour stratifier la population et identifier une population avec un surrisque de mortalité. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont montré que ne pas avoir de progression du BNP, une fonction rénale stable, vous aviez une survie de 80%. Et si vous aviez un des deux éléments, votre survie tombait à 60% à 2 ans, pardon. Et puis, vous alliez jusqu'à peu près, on va dire, 50% quand vous aviez une progression du BNP, une déclin de la fonction rénale. Et ils ont validé ce score, quel que soit le génotype ou la forme héréditaire ou sénile, et puis quel que soit le stade NAC. C'est-à-dire que la révélation à un an peut être pertinente, quel que soit le risque initial. Et donc, ils ont fait un peu la même chose dans une deuxième analyse, on va dire, de survie, où ils ont incrémenté cette fois en plus l'intensification des diurétiques. Ils ont retrouvé globalement, on va dire, la même chose. C'est-à-dire que vous n'avez pas aucun marqueur de progression, votre survie était de 80%. Et si vous aviez une intensification des diurétiques, une progression du NT-proBNP, un déclin de la fonction rénale, votre survie à 2 ans tombait à 40%. Et donc, ça a impliqué la réflexion d'utiliser ce score. Autre point de ce travail qui était, en fait, c'est plus une question, donc c'est oui, des traitements. Alors, il y avait environ 200 patients traités, essentiellement sous patisiran et tafamidis. Il n'y a pas eu de comparaison directe. Ils ne se sont pas dit, est-ce que finalement, le fait d'être traité va avoir un bénéfice sur ce déclin ou pas? Tout ce qu'ils ont fait, c'est une espèce d'analyse en sous-groupe en se disant, bah, si on regarde chez ces patients traités, est-ce que notre marqueur là, de progression, le déclin de la fonction rénale, restait pertinent? Et c'est ce qu'ils disent. Donc, il y avait environ 16% des patients qui avaient un déclin de DFG à un an après une session de ces traitements. Et ce déclin était toujours associé à un surrisque de mortalité avec 14% patients année de décès chez les patients qui avaient un déclin versus 6% patients année chez ceux qui n'avaient pas de déclin. Donc un risque environ de multiplié un peu par 2. Donc toujours pertinent même dans des conditions de traitement actuellement, même s'il n'y a pas eu donc de comparaison, est-ce que le traitement est bénéfique ou pas sur ce déclin. Donc au final, ce traitement, donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est une étude basée sur des marqueurs de progression, c'est pas juste une photographie à J0 du diagnostic, et ils sont intéressés donc à ce déclin de la fonction rénale qui touche 25% de la cohorte. Et donc les éléments, première chose, c'est ce déclin il est associé à quoi? Donc aux formes héréditaires, au phénotype cardiaque sévère. Ils perdent quand même les patients 5 ml minutes. Quand on regarde un peu la littérature chez les insuffisants cardiaques, on va dire tout venant, ça c'est un papier de 2024, on dit que la pente de DFG chez l'insuffisant cardiaque est d'environ 2 ml minutes. Et donc, chez notre cohorte, dans cette cohorte ici, on est plutôt à 5 ml minute. Et donc, ça interroge, est-ce qu'ils ont juste un phénotype cardiaque plus sévère que dans l'insuffisance cardiaque tout venant, ou est-ce qu'il y a des mécanismes supplémentaires en lien avec le déclin de la fonction rénale? La question, c'est est-ce qu'il y a une atteinte rénale spécifique, par exemple? L'autre élément qui joue sur le déclin de la fonction, c'est le traitement, l'utilisation des inhibiteurs du SRAD de manière défavorable. Je n'ai peut-être pas précisé, mais est-ce que c'est simplement le reflet de l'atteinte cardiaque, même s'il y a eu des analyses d'ajustement sur cet élément-là, ou est-ce que c'est aussi un effet hémodynamique, vasculaire, et donc c'est juste un reflet de cette action-là? Et enfin, c'est corrélé aux marqueurs de progression cardiaque.
ce qui a du sens, je pense qu'il montre ça renforce juste je pense le lien, qu'il y a entre, enfin l'aspect cardio-rénal, que ce soit un effet cœur sur le rein ou que ce soit peut-être l'amylose ATTR va à la fois agir sur le cœur et le rein. Et donc pour ça, là-dessus, donc c'est la question puisqu'on a vu qu'il y avait une surreprésentation des formes héréditaires. Ça, on le savait déjà par déjà des travaux publiés, il y a 1, 2, 3 ans, que ce soit en termes d'association à la maladie rénale chronique, c'est-à-dire qu'au diagnostic, le V122I, il y a une surreprésentation de la MRC, mais aussi leur pente, elle est plus sévère, c'est-à-dire qu'ils se dégradent au cours de l'année au niveau du DFG de manière plus importante. Alors, c'est la question, qu'est-ce que ça veut dire cette association? Est-ce qu'il y a une atteinte rénale spécifique? Alors, en fait, dans les séries là, de biopsies rapportées par Julien Dang, c'est seulement des V30M parce que probablement que nous, ce qu'on biopsie, c'est une vraie question. C'est-à-dire que nous, en général, on va biopsier quand il y a une insuffisance rénale avec peut-être de la protéinurie. Et donc, on va dire, tiens, on va regarder si, parce que l'amylose, pour nous, c'est atteinte glomérulaire. Mais peut-être que ces patients ont quand même une atteinte rénale directe, par exemple vasculaire, et qui expliquerait qu'ils vont pas avoir de protéinurie, au-delà d'un simple reflet de l'atteinte cardiaque. Ou peut-être ils ont juste une atteinte cardiaque sévère et donc ça explique cette surreprésentation de la MRC. Enfin, je terminerai par un dernier point sur cet aspect-là, c'est que c'est quand même une population, essentiellement, d'origine Afrique subsaharienne ou antillaise et donc on sait que dans cette population, enfin dans le contexte de maladie rénale générale, elle est particulière à la population caucasienne, de fait, d'une part, peut-être de conditions éventuellement socio-économiques, en France notamment, mais probablement dans les autres pays, et puis d'aspect peut-être génétique, puisqu'on sait qu'il y a des polymorphismes, notamment à poids qui sont surreprésentés, enfin, qui sont associés à la maladie rénale dans ces populations-là et qui demeurent donc non étudiés dans ce contexte. Donc, association déclin, je terminerai juste sur le dernier point, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce marqueur de progression? Donc, il est associé de manière indépendante à la mortalité. Et donc, est-ce qu'on peut l'utiliser, l'intérêt de la mise en place de marqueurs combinés, par exemple, à 1 an? Est-ce qu'à 1 an, ça doit impliquer de réévaluer les thérapeutiques? Ça, vous savez mieux que moi, je parle pour les cardiologues, votre attitude habituelle. Et donc, est-ce qu'on doit utiliser ce marqueur en se disant, bah, si un patient a un déclin, éventuellement avec une progression du pro-BNP, il faut d'emblée intensifier le traitement ou changer le traitement. Donc, ça, c'est une question plus pour vous. Et je terminerai donc sur les limites en 2 points. Je ne vais pas revenir sur le fait que ce soit une étude rétrospective, mais plus sur l'utilisation de ce déclin du DFG. La première chose, c'est qu'ils ont utilisé le MDRD. Or, ce n'est pas l'estimation recommandée, c'est le CKD-EPI. Je n'ai pas très bien compris pourquoi ils n'ont pas utilisé ça. En plus, ils ont fait une analyse de sensibilité pour dire qu'ils retrouvaient la même chose avec le CKD-EPI sans donner trop les détails. Or, je disais par exemple que les V122I, c'était essentiellement des populations d'origine africaine et il y a des fois des facteurs correctifs dont on doit tenir compte. Et donc voilà là-dessus. Merci pour votre attention. Merci Hamza. Merci Hamza. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat, Théo? Non, pas pour le moment. Hamza a répondu à la première qui avait été mentionnée sur cette interrogation d'une atteinte peut-être un peu plus sévère sur les formes mutées, est-ce qu'il y avait une forme intrinsèque, mais Hamza a bien répondu à la question. Le truc, c'est qu'il y a 2 infirmières, elles tiraient déjà la gueule là. Et ben, moi, j'ai une question, on est quand même assez surpris quand même de la vitesse de dégradation de la fonction rénale, hein. 5 millilitres par minute, sur une année, c'est quand même, relativement important, même dans une population âgée. Est-ce que toi, ça te paraît licite, Hamza, de mélanger dans ce type d'études à la fois les amyloses, TTR mutées et les amyloses séniles? En sachant effectivement, bah, comme ce que tu l'as dit, il y a peut-être une spécificité avec une atteinte rénale à bas bruit, qu'on ne peut pas éliminer. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas vraiment différencier dans les études la population mutée de la population sénile? Ouais, effectivement, c'est ce qui a été fait d'ailleurs, c'est le précédent travail de Julien où il y a une étude que sur les formes héréditaires où là, pour le coup, les pans de DFG étaient plus importantes, hein, c'était 10 ml minute. Julien, tu m'arrêtes si je ne demande c'était ça. Et en fait, ici, il montre bien, en fait, c'est 5 ml minute. Mais quand il regarde les formes séniles, il perd 3 ml minute. On se rapproche, on va dire, de l'insuffisance cardiaque, entre guillemets, standard, enfin classique, alors que les formes héréditaires, ils étaient plus à 7 ou 8 ml minute. Donc, effectivement, je ne sais pas si c'est juste la sévérité de l'insuffisance cardiaque ou il y a vraiment quelque chose de particulier des formes héréditaires, puisqu'on sait c'est documenté l'atteinte rénale, alors que les séniles, bon, à part quelques case reports, c'est pas fréquent, l'atteinte rénale n'est pas fréquente, quoi. Enfin, Oui, moins. effectivement, moi j'avais effectivement exactement la même remarque, professeur Audard. C'est
finalement, ce qui manque un peu comme paramètre pour un peu expliquer cette accélération quand même très importante de la fonction rénale, du déclin de la fonction rénale, c'est l'albuminurie, parce que c'est vrai que ça peut être finalement aussi le reflet de lésions plus spécifiques au dépôt d'athétère au niveau glomérulaire, même s'il n'y a pas que le glomérulaire. Et donc là, je trouvais ça dommage qu'il n'ait pas fait des prélèvements, mais bon, c'est rétrospectif, donc voilà. Mais si je pense qu'on veut vraiment avoir une meilleure subtilité du rein dans le pronostic de cette évolution de la tétère, plus tard, il faudra effectivement voir est-ce que c'est lié à des atteintes intralésionnelles spécifiques du rein, et là, faire des dosages peut-être de l'albuminurie versus plutôt l'évolution ou le reflet d'une maladie cardiaque avancée. Donc voilà, ça c'est un peu ma seule critique, mais c'est lié Bah, au protocole rétrospectif. Tout à fait. alors, je rebondis là-dessus parce que c'est un peu, enfin, c'est-à-dire que cette équipe, elle a quand même publié l'année dernière l'albuminurie en fait comme marqueur pronostic et même la progression de l'albuminurie. Donc, je suis un peu étonné. Est-ce que c'est pas les mêmes patients ou je connais pas la structure du recueil, mais c'est vrai que c'est étrange Et tu sais, quelque Hamza, part d'avoir. si dans le groupe athétère, bah, j'imagine, hein, dans le groupe athétère sénile, ils ont quand même moins d'albuminurie, vu que c'est drivé Oui, plus par l'atteinte cardio-rénale oui. de manière générale, quoi. On va devoir arrêter cette discussion passionnante parce que sinon on va prendre du retard et donc je vous laisse introduire, notre, second orateur néphrologue. Allez-y, Julien.